mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Paris avec le délicieux Stéphane Alix. Bonjour. Bonjour Lilou. Je suis ravie de faire cette interview. Bah moi aussi, je suis ravi d'être enfin avec toi. Et de découvrir un petit peu plus ton parcours parce que j'ai appris que tu avais été journaliste de guerre, reporter comme ça. Et puis, bon, bah, on te connaît puisque tu es le cofondateur, c'est ça, de l'INRES. Tu as créé l'Inexploré, le magazine l'Inexploré. Mais tu as un parcours quand même assez atypique. Tu étais dans les tranchées. Presque les tranchées, oui. Non, enfin, moi, j'y vois vraiment pas quelque chose d'atypique, j'y vois vraiment une continuité. C'est-à-dire que j'ai voulu devenir journaliste, je suis devenu journaliste et je le suis toujours aujourd'hui, sauf que mes terrains d'investigation ont changé. Mais ce qui est commun à mon travail depuis 25 ans, c'est que je m'intéresse aux frontières et aux espaces sur lesquels les gens vont pas trop d'ordinaire, parce que soit c'est dangereux, soit ça fait peur, soit il faut trop de temps. Et voilà, ce que je faisais avant, c'était d'aller rencontrer des gens qui se battaient les uns les autres ou qui faisaient du trafic de drogue ou des choses comme ça, enfin, des sujets un peu particuliers. Parce que c'est curieux comment est-ce que des gens peuvent se retrouver sur une ligne de front à vouloir tuer ceux qui sont en face d'eux et se trouver des bonnes raisons à le faire. Pourquoi? Ça m'a vraiment intrigué, c'est ce qui m'a vraiment motivé à devenir journaliste au début. Et aujourd'hui, voilà, sur des terrains complètement différents, avec des questions comme sommes-nous dans l'univers, la vie a-t-elle un sens, s'arrête-t-elle quand je vais mourir, voilà, c'est des questions qui, de prime abord, n'étaient pas des questions que je pensais pouvoir explorer sérieusement et qui en fait se révèlent être des sujets sur lesquels des scientifiques, des chercheurs, des gens réfléchissent et beaucoup. Et en tant que journaliste, leur donner la parole, c'est super excitant parce que tout d'un coup, la réalité devient beaucoup plus vaste. On te connaît pour Enquête extraordinaire sur M6. C'est un projet qui est encore d'actualité ou tu as envie d'aller plus loin? Parce que je suppose que c'est limité des fois dans certains cadres comme ça, dont la télévision. Bah, les documentaires d'Enquête extraordinaire étaient des documentaires thématiques sur des sujets précis. Donc on a déjà fait 11 films. Donc ça fait déjà beaucoup d'heures d'antenne et beaucoup d'heures sur ces sujets-là. Donc là, il faut se varier. On est sur des projets un peu différents, voilà, qui sont pour l'instant dans les cartons. Mais j'ai plusieurs cordes à mon arc et comme tu le disais, je m'occupe d'Inexploré, du magazine, de l'INRES aussi et de propres bouquins. Donc je suis en train d'écrire en ce moment. En pleine écriture. Hein. Sur l'EMI, c'est ça, non? Ou la voyance? Sur la médiumnité. La médiumnité. Les morts. Avant d'en arriver là, parle-nous de ton frère. Il y a eu un accident quand même qui t'a marqué et qui a été un peu un turning point, si on peut dire. Bah oui, c'est évident. C'est arrivé en avril 2001. Mon frère était avec moi en Afghanistan. Enfin, mes deux frères étaient avec moi en Afghanistan et puis une équipe d'autres Français. Et sur un voyage qu'on faisait au sud de Kaboul, une de nos voitures a eu un accident et les 4 occupants sont décédés. Il y avait mon frère parmi eux. Donc c'est effectivement un événement qui a été un vrai électrochoc dans ma vie et qui a fait que jusqu'à cet accident, ma vie avait une certaine direction et qu'après, elle s'est orientée différemment, pas radicalement différemment, mais des choses qui étaient des simples curiosités intellectuelles, comme voilà, qu'est-ce que c'est que la vie, est-ce qu'il y a un sens à tout ça, sont devenus des questionnements profondément, qui appelaient des réponses impératives. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, parce que ça fait 14 ans que c'est arrivé, avec le recul, je comprends vraiment mieux ce qui s'est produit. C'est des choses qui arrivent à beaucoup de gens autour de nous, des gens qui nous écoutent sans doute aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas été confrontés au décès d'un frère, mais au décès d'une autre personne, ou qui ont été confrontés à la maladie, ou à eux-mêmes à la maladie. En fait, c'est tous ces petits accidents, au sens propre comme au figuré, qui arrivent dans la vie, et qui, quand ils sont suffisamment percutants, nous font réaliser que finalement les choses vont assez vite, que si notre vie c'est juste s'enrichir, profiter du bien matériel et puis s'en mettre plein la panse, il y a quelque chose d'insatisfaisant et qu'il y a peut-être une autre dimension à ça. Et la mort de mon frère a fait accélérer ce processus en moi de vouloir tout de suite avoir des réponses essentielles. Comme dans Le Grand Bleu où Jean-Marc Barr demande à Jean Reno de lui dire tout, de lui expliquer tout sur tout. Voilà, moi je voulais ça. Tu n'hésites pas à poser lors de tes interviews les questions qui, des fois, enfin tu le fais en douceur, hein, mais tu y vas quand même, tu oses. Il n'y a pas de limite vraiment au questionnement. Bah non, et puis moi je suis journaliste et j'ai la chance d'être né dans ce beau pays qu'est la France, qui est le pays du cartésianisme, qui est le pays du rationalisme, qui dans nos univers est souvent taxé de fermeture d'esprit, d'attitude bornée. Moi j'y vois au contraire une chance. Ça nous donne un outil formidable qui est celui du discernement. Et le discernement te permet de poser toutes les questions que tu veux,
À partir du moment où ta posture est rationnelle, où tu as les deux pieds sur terre, tu peux lever les bras et faire partir ta tête dans les cieux les plus hauts. Donc moi, je ne m'interdis plus aucune question, mais par contre, j'ai toujours ces questions bêtes, cette envie de faire preuve de mon discernement, de mon esprit rationnel, et loin de trouver des réponses qui enferment et qui finalement résolvent les grands sujets qu'on aborde et les questions qu'on se pose, ça ne fait qu'ouvrir de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on peut rationnellement poser cette question-là? Oui, on peut se la poser, et on peut se la poser dans plein de directions possibles, et on ne trouve pas la réponse. On ne trouve pas la réponse qui clôturerait le questionnement. On ne trouve pas quelqu'un qui vous dit « ouais, bon, c'est réglé, j'ai la preuve que finalement, la vie, c'est juste le cerveau, et que quand le cerveau s'arrête, on est mort. » Non, c'est pas possible. Ça ne résiste pas à l'examen des faits, ce type de questionnement. Donc, voilà, aucune question n'a de limite, à mon sens. Et quand je pose effectivement ces questions insistantes, que ce soit pendant les conférences INRES, les interviews que je fais ou dans Enquête extraordinaire, c'est vraiment très sincère de ma part et très, très spontané. C'est-à-dire que quand je suis face à quelqu'un qui me dit je parle avec des morts, j'ai envie d'être sûr que je ne parle pas avec un farfelu, qu'il s'est lui-même posé les questions que je me poserais. Est-ce que je ne confonds pas? Est-ce que ce n'est pas mon imaginaire? Et quand je suis dans une bienveillance avec ce type de personnage et qu'ils me répondent et qu'on engage un dialogue, au bout d'un moment, on ouvre des choses extraordinaires. Comment tu fais la différence ou quel est ton conseil pour des gens qui justement souhaitent expérimenter l'extraordinaire ou contacter que ce soit des thérapeutes ou des personnes qui peuvent leur faire vivre comme ça des choses assez extraordinaires ou des chamans? Comment justement savoir si c'est farfelu, si c'est charlatan, si c'est bon, si c'est juste, si c'est vrai? C'est dur parce qu'il y a des petits pièges ou des petits moyens de... Comment tu détectes? J'ai pas de détecteur, hein. Je me fais avoir. C'est pas que je me fais avoir, mais je m'embarque avec beaucoup de confiance dans des histoires pour réaliser après un examen approfondi que finalement je me suis trompé ou que la personne qui affirmait telle ou telle chose s'était trompée elle-même ou s'était fait inconsciemment abuser ou voire consciemment abuser. Et à d'autres reprises, je rencontre des gens fondamentalement honnêtes et qui ne se trompent pas non plus. Donc je me fais moi-même avoir. C'est très difficile d'avoir à la fois l'esprit ouvert, mais en même temps d'être dans la prudence. Je pense que ça dépend vraiment de la demande qui est la sienne. Si on est malade et qu'on recherche dans son parcours de soins une aide vers les médecines alternatives, il faut faire preuve d'une vigilance absolue, c'est évident. À l'INRES, on donne sur le site des conseils précis sur quoi faire et quoi pas faire. On n'a pas la science infuse, mais on se nourrit un tout petit peu de l'expérience de certaines personnes. Je sais pas, sur les guérisseurs, les médiums. Un guérisseur, par exemple, vous demande jamais de vous déshabiller. A priori, un guérisseur, l'énergie, ça traverse les vêtements. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre tout nu face à un guérisseur. Il n'y a pas besoin de payer un abonnement. Un guérisseur qui vous demande de vous payer 10 séances en avance pour vous faire un soin, il y a un truc qui ne va pas. Le prix. Mais avant tout, je crois qu'il faut être vigilant à ses propres attentes. Et il faut avoir aussi cette honnêteté intellectuelle de savoir quelles sont ses failles. Si on est dans le deuil, qu'on vient de perdre sa maman et qu'on va voir un médium, il faut quand même avoir conscience que le médium, effectivement, peut nous mettre en rapport avec cette maman, mais il peut aussi se tromper, il peut aussi, sans aller jusqu'au charlatan, il y a beaucoup de médiums qui ne sont pas des charlatans du tout et qui sont tout à fait honnêtes, qui font vraiment avec beaucoup de cœur leur métier, mais ils peuvent, même dans le meilleur cas de figure, ils peuvent se tromper ou parfois vous tombez sur un mauvais jour où ils ne vont pas forcément capter votre maman, mais penser capter quelqu'un d'autre. Enfin, donc il faut être soi-même toujours un peu dans l'observation de qui on est, de la façon dont on réagit face aux médiums, aux guérisseurs, à tous ces gens qu'on va croiser, et ne jamais se livrer corps et âme, je pense. Il faut garder son discernement autant que faire se peut. Comme une expérience, plutôt qu'une solution absolue. C'est dur d'avoir une réponse globale pour des choses qui sont très très diverses, comme une séance de médiumnité ou aller voir un guérisseur parce qu'on a un cancer et qu'on pense qu'il peut nous aider en complémentaire d'un traitement médical classique. C'est deux démarches qui sont radicalement différentes. Je pense que ce qui est commun, c'est qu'il faut garder une sorte de... S'il y a peut-être quelque chose dont je me méfie avec l'expérience maintenant, au bout de un peu plus de 10 ans, c'est les certitudes. Voilà. Quand je suis en face de quelqu'un qui a l'air vraiment sûr de lui,
enfin, sûr de lui, et surtout qui a du mal à accepter qu'on puisse mettre en doute ce qu'il pense. Là, en général, les signaux d'alerte se mettent en place, quoi. L'ego un peu spirituel ou l'ego tout court? Oui, l'ego tout court. Je pense que la force et le chemin de vérité renforcent notre humilité, notre capacité à répondre à des questions. Donc si quelqu'un refuse de répondre à des questions ou s'enferme dans ses certitudes et se tient de vos voeux en disant mais arrête de me poser des questions, je te dis qu'il faut faire ci, ben non, là je suis pas d'accord. Il a peut-être raison, mais il faut... pour moi c'est suspect. Voilà. Une trop grande certitude, et surtout dans nos univers où on frôle le monde spirituel, les énergies, des espaces où la perception subjective est quand même ce qui est l'outil le plus fort. Justement, le subjectif a comme par définition la difficulté de pouvoir être partagé avec tout le monde. Donc comme on ne peut pas partager l'objectivité d'un ressenti subjectif, il faut pouvoir avoir beaucoup d'humilité et accepter beaucoup de se remettre en question face à un patient, face à un client, face à quelqu'un qui vient de voir. Et que si on n'est pas capable de faire ça, par prudence et par défaut, moi je dirais ne pas voir cette personne. D'un point de vue de l'âme, qu'est-ce qui freine le plus l'âme pour évoluer sur cette terre? Pour guérir, parce que je sais que tu t'intéresses énormément à la nature de la réalité, comment cet univers fonctionne. Les sujets d'âme sont assez courants, c'est quelque chose qui te passionne, j'en suis sûre. Est-ce qu'il y a vraiment... Qu'est-ce qu'elle vient chercher, là, l'âme? Mais je suis que journaliste, moi, tu sais, j'ai pas mes réponses à ces questions-là. C'est que tu en poses des questions, donc et tu as bien ton avis peut-être sur la question? Oui, ou qu'est-ce que ton âme est venue chercher ici? À ce moment-là, j'enlève ma casquette de journaliste et je remets ma casquette. Oui, on veut Stéphane. Mais à titre personnel, non, de façon globale, je sais pas, très sincèrement, je sais pas. Je suis habité par l'espèce d'intuition très forte que la vie a un sens. Pourtant, c'était pas gagné dès le départ. Même adolescent, l'absurdité du monde était quelque chose qui me frappait d'une façon déconcertante. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu faire du reportage de guerre très jeune. Je suis parti en Afghanistan, j'avais 19 ans, en rejoignant un groupe de moudjahidines dans le maquis afghan, clandestinement, parce que je voulais me confronter à ça, à ce que la société avait de plus bizarre. Et quoi de plus bizarre que des gens qui se tuent les uns les autres en pensant que c'est pour des bonnes raisons. Donc je voulais que si je trouve un sens à ma présence ici, à l'existence, je voulais que ce sens puisse résister à la réalité de combattants, à la réalité de notre monde. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a paru aussi assez important, c'est que quelles que soient les réflexions et les pensées que je puisse avoir sur la vie et sur notre société, j'étais dans une position extrêmement privilégiée. Je suis né en France, de parents qui n'étaient pas à la rue, mon père était prof et ma mère au foyer, donc voilà, un contexte aimant, éduqué, avec l'accès à toutes les richesses auxquelles on a accès dans notre pays. Même si on est dans un pays en crise, il faut quand même que les gens aient conscience qu'on vit dans un petit paradis, quoi. T'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, c'est gratuit. T'as mal à la tête, tu vas chez le docteur, c'est gratuit. Enfin, voilà, c'est la crise, etc. On est d'accord, mais il y a quand même une immense majorité de la planète qui vit dans des situations bien pires que nous. Donc ça, j'en avais vraiment conscience très tôt, je ne sais pas pourquoi. Et je voulais que les grandes idées que je puisse avoir, ou que je lisais dans les livres, ou que je pouvais poser en hypothèse sur la réalité du monde et sur le sens de la vie, je voulais qu'elle puisse s'appliquer à cette planète avec ses absurdités et ses horreurs. Voilà, je suis né en 1968, c'était un peu plus de 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où des dizaines de millions d'êtres humains se sont entretués et où un pays juste à côté d'une autre a entrepris d'exterminer une population entière. Donc des choses mais aberrantes. Ça c'est... voilà, mon père était adolescent pendant cette période-là. C'est tout proche, quoi. C'est nous. Ça peut se reproduire en une fraction de seconde. On n'est pas meilleur que les autres parce que tout d'un coup, ce truc-là est dans le passé. Si demain, quelqu'un de la stature d'un Adolf Hitler réapparaît dans un pays comme la France, je ne suis pas du tout certain que plein de gens ne repartiront pas dans cette folie collective. C'est le choix de l'être humain, c'est sa liberté. C'est sa liberté, la liberté de faire des conneries et d'aller dans l'ombre ou la liberté d'aller dans la lumière.
Mais cette liberté, voilà, elle nous impose aussi une responsabilité. Enfin, je pars dans plein de directions, mais voilà, ça c'est... Mais au niveau de l'âme, alors pourquoi il y a des chemins de vie comme ça à ce moment-là? Pourquoi on est là vraiment sur Terre? Pourquoi tu es là? Ça, je sais pas. Moi, je sais pas. Je crois que même que la question qui m'obsédait quand j'étais adolescent a progressivement disparu. Je pense que le sens de l'existence... Enfin là, encore une fois, je parle vraiment en titre personnel, donc c'est ce que j'expérimente moi. J'en fais pas du tout une vérité d'évangile, mais j'ai le sentiment que le sens de ma vie s'exprime à travers ce que je fais, à titre personnel pour moi, et ce que je fais pour les autres, et ce que je fais pour mon entourage. Les autres, c'est aussi bien ma famille proche que les gens que je peux côtoyer ou qui peuvent bénéficier de ce que je publie ou de ce que je fais dans mon activité professionnelle. Et j'ai vraiment le souci d'être juste dans ces attitudes-là, aussi bien en tant que père, qu'en tant que mari, qu'en tant que journaliste. J'ai le sens de la responsabilité de chacun de ces facettes de moi, et je pense que le sens de l'existence, il se façonne, il se construit dans ma capacité à être le plus juste possible dans ces différents rôles, celui de père, celui de journaliste, celui de mari, et que au-delà, je sais pas, c'est un débat philosophique qui me semble même aujourd'hui un peu hors de propos, quoi. Mais par rapport au livre que tu es en train d'écrire sur la médiumnité, ton frère qui a 14 ans qui est décédé, donc il y a eu certainement des contacts comme ça, peut-être à travers ces médiums de ton frère, peut-être qu'il a pu expliquer, ou je ne sais pas, hein, mais pourquoi son passage s'est raccourci ou était court, ou c'était déjà prévu, et pourquoi il y a eu une telle interaction, comment ça se fait qu'il était dans ta vie? Est-ce que c'est même son âme qui a choisi peut-être d'être là? Enfin, comment tout ça, pour toi, fonctionne? Pourquoi l'âme vient là s'incarner avec certaines personnes? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou est-ce qu'on y vient quand on parle de médiumnité et quand on a contact comme ça avec les morts? Est-ce qu'on a des réponses à ces questions existentielles? Il y a quelque chose qui me frappe dans les récits des personnes qui ont des expériences de mort imminente, notamment quand elles sont dans cette phase un peu transcendante de leur expérience, où elles sont connectées avec des entités de lumière, où elles ont l'impression de tout comprendre sur l'univers. Ce qui est curieux, c'est que quand elles reviennent, elles ne se souviennent plus. Elles ont oublié. Mais c'est carrément récurrent, hein. Et ça, je mets ça un peu en ping-pong de cette phrase que tu entends souvent dans l'Église, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est un peu la réponse que je te fais. C'est-à-dire que non seulement je ne sais pas pourquoi mon frère a été mon frère et pourquoi il est mort à l'âge de 30 ans dans les circonstances dans lesquelles il est parti, mais non seulement je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais même pas si le pourquoi se pose. Et j'ai même un peu de méfiance et de grande méfiance envers les systèmes qui te donnent des pourquoi à ce genre de questions. Tu vois, on veut faire du sens de tout, c'est ramener à la dimension humaine et psychologique, avec toutes nos imperfections, des choses qui sont transcendantes, qui sont de l'ordre de l'innommable, de l'inconnaissable. J'ai l'impression que beaucoup de gens perdent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à essayer de trouver des réponses un peu magiques à ce type de questions existentielles, au lieu de vivre. Au lieu de se positionner avec justesse, au lieu de se regarder le nombril en se disant qu'est-ce que je peux améliorer, et que ça, c'est une espèce de matérialisme psychologique, spirituello, d'évitement, en fait, qui te fait construire des systèmes, et le fait de vénérer des systèmes et de trouver des raisons, des machins, des bidules, ça évite en fait de s'y coltiner, quoi, et de se regarder en face et de se dire ok, peut-être je vais vivre encore 40 ans, mais peut-être je vais mourir la semaine prochaine. Si je meurs la semaine prochaine, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Est-ce que j'ai dit pardon à ceux que je devais dire pardon, à qui je devais dire pardon? Est-ce que j'ai dit je t'aime à ceux à qui je devais dire je t'aime? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je peux mourir là maintenant? Est-ce que je suis prêt? Et pour moi, cette question, elle est vraiment essentielle. Et ça veut dire remettre en question sa vie tout le temps, remettre en question ses certitudes tous les matins, se dire, et au-delà de ça, se dire que les mots et les systèmes qu'on se construit sont souvent des choses qui nous éloignent de notre cheminement spirituel, plutôt que de nous en approcher. Enfin, encore une fois,
c'est mon chemin là. Voilà. Alors pourquoi de tels livres et de tels ouvrages, dont celui-là sur la médiumnité, quel est le but d'un tel livre et dans quelle direction, sous quel angle tu regardes cette médiumnité à ce moment-là? Ah bah là, le livre est très simple. C'est un livre qui s'appelle Le Test et qui a vocation à explorer un peu comment se passe le contact entre une personne défunte et une personne vivante. J'ai un allié qui est mort, qui est de l'autre côté, avec qui je fais ce livre. Je lui ai demandé de dire un truc très précis à des médiums. Il n'y a que moi qui le sais et lui. Et ne sont dans mon livre que les médiums qui me l'ont dit. C'est-à-dire qu'on était en capacité de le percevoir. Donc ça, pour moi, c'est déjà une base de départ assez énorme qui montre que des gens qui sont totalement ignorants de cette phrase et ce code vont être capables de le recevoir d'une manière ou d'une autre, de le recevoir donc de cette personne défunte. Et ensuite, le livre, c'est essentiellement un dialogue avec ces différents médiums pour essayer de comprendre ce que ça veut dire de communiquer avec un défunt. Ça veut dire quoi et quel est le but de communiquer avec le défunt, justement, par rapport à ce que tu as dit avant? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Que je pose à la fin aussi. Ça sert à quoi de communiquer avec un défunt? Parce que voilà, enfin, la mort, c'est quand même quelque chose de pas anodin. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. On est vivant, et puis tout d'un coup, on n'est plus vivant. On était avec des gens qui sont notre famille, nos amis, et puis tout d'un coup, on n'est plus là, on n'est plus accessible. On l'est de façon, pour moi maintenant, évidente avec des médiums. On est là quelque part, on est contactable quelque part. Mais est-ce que ce contact-là doit s'entretenir? Est-ce que ça doit devenir quelque chose d'extrêmement récurrent, comme certaines personnes qui vont voir des médiums de façon très récurrente, qui veulent entretenir un dialogue avec leur fils décédé, avec leur maman décédée? Est-ce que ça, c'est une question que je pose aussi et que j'interroge des psychologues sur cette notion de peut-être de dépendance et de processus de deuil. Qu'est-ce que c'est qu'un processus de deuil? Voilà, c'est plein de questions que je pose, mais l'objectif premier de ce livre, pour moi, c'est vraiment de montrer comme une évidence que la mort ne s'arrête pas la vie ne s'arrête pas à la mort physique du corps, que quelque chose qui nous constitue poursuit son existence. Mais une fois qu'on a dit ça, voilà, on n'a pas de réponse pour moi. On a un éventail de questions gigantesques. Qui est ce quelque chose qui continue son existence? Où est-ce qu'il se trouve? Comment il vit? Pourquoi est-ce que des fois il communique avec grande facilité aux vivants, mais parfois, pourquoi est-ce que c'est extrêmement compliqué? Jusqu'à des questions très très basiques. Pourquoi est-ce que parfois des morts vont être incapables de donner leur prénom à un médium? C'est une des choses qui m'a le plus troublé quand j'ai commencé à m'intéresser à la médiumnité. C'est que j'avais en face de moi, là c'était l'époque où je faisais mon dernier livre, La mort n'est pas une terre étrangère, où j'allais interroger des médiums avec la photo de mon frère, et il me sortait des détails extrêmement précis sur sa mort, son accident, son caractère, etc. Donc tout ça était absolument indiscutable, mais il n'y en a pas un qui me donnait son prénom. Je me dis, mais attends, ça m'a toujours dérangé, ça. Je me dis, si mon frère, comme il le disait, était là à côté de nous, vivant d'une certaine manière, il aurait dit au médium, je m'appelle Thomas. Dis-lui que je m'appelle Thomas. Ça va le rassurer. Et ça se passait jamais. Donc, il y a une partie de moi qui était toujours dans une espèce de doute et d'interrogation, parce que voilà, ça c'est quand même un problème qui se pose à moi. Mais en même temps, j'étais quand même forcé de constater que et puis les médiums par la suite avaient aucun moyen rationnel d'obtenir toutes les informations super précises qu'ils avaient. Donc c'est cet aspect-là que j'explore plus précisément dans ce livre qui s'appelle Le Test, pour essayer de comprendre la nature de cette communication. Et derrière la nature de cette communication, essayer de comprendre la nature de ce que c'est que d'être mort par rapport à nous qui sommes vivants. Enfin, vivant autrement, on va dire, parce que c'est pas vraiment mort. Mais alors, il semble que tu as de plus en plus de questions, que tu es de plus en plus ouvert sur plein de sujets, donc quelque part ta vie est de plus en plus riche, a certainement de plus en plus de sens, et en même temps, on sent quelque part chez toi, pas ce côté sceptique, mais il y a quand même un sceptique qui attend d'être convaincu ou qui reste dans une certaine position. Comment ça a évolué depuis toutes ces années? Tu vois, ta part d'ouverture par rapport à ce que tu vis au quotidien aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est tous ces sujets-là, c'est comment ça peut avoir un impact sur notre vie au quotidien aussi, notre qualité de vie, notre connexion aux autres, vivre sa passion, etc., etc. Donc, c'est vraiment une bonne question, parce que pour moi, ça a été
c'est un pivot essentiel en fait de mon questionnement. Pendant des années, j'ai été assez schizophrène. C'est-à-dire que je vivais des expériences personnelles, comme effectivement enquêter sur la mort, j'enquêtais pas de façon abstraite, j'enquêtais sur mon frère, donc avec aussi une dimension affective, une dimension émotionnelle importante. Mais en même temps, j'avais cette rigueur et cette distance objective du journaliste qui fait que je faisais constamment des allers-retours entre des sensations que je pouvais ressentir et cette distance que je voulais constamment maintenir. Et cette schizophrénie, elle m'a habité, mais vraiment pendant des années, des années, des années. Et ça n'est que depuis un peu plus d'un an maintenant que, à travers différentes expériences que j'ai pu vivre, j'ai vraiment dissocié les deux chemins avec beaucoup d'apaisement et que je continue à savoir me poser des questions de journaliste, tout en sachant aussi suivre un autre chemin beaucoup plus personnel et intime, notamment à travers un travail chamanique que j'ai engagé, qui lui me permet de me connecter à une dimension intérieure, personnelle, extrêmement subjective, qui n'a pas pour objet de faire l'objet d'articles ou de livres pour l'instant, ou de médiatisation de quoi que ce soit, qui est plus un chemin personnel dans lequel j'ai les choses que je ressens profondément comme justes, mais j'ai plus besoin de les mettre à l'examen d'une sorte d'objectivité journalistique. Je m'en fous, en fait. Je peux faire correctement mon travail de journaliste, mais je peux aussi avoir mon jardin secret, dans lequel j'ai cette évolution forte. Et ça, j'y avais été confronté à la fin de mon livre sur mon frère, où objectivement, journalistiquement parlant, c'est vrai que j'étais arrivé à un certain point où j'étais obligé de faire le constat objectif qu'effectivement la mort n'est pas un processus aussi simple que ça se poursuit très certainement, mais la preuve objective, elle manque, elle n'est pas là. On le voit bien dans notre société, autour de nous. Il y a des gens, des chercheurs, des médecins qui affirment avec beaucoup de force et de conviction que si, finalement, on a peut-être la preuve qu'il y a une vie après la mort, mais le débat est encore là. Donc la preuve qu'il y a le débat, c'est qu'il y a preuve qu'il y a des intelligences qui s'opposent, et il n'y a pas des cons d'un côté qui y croient pas, et puis des mecs intelligents qui y croient de l'autre. Il y a des intelligences qui se heurtent sur des questions qui, à mon avis, ne sont pas aussi réductibles et aussi simplement solvables que ça. Donc voilà, dans cette recherche personnelle, en restant objectif, à distance et journalistique, j'étais obligé de buter là-dessus. Pourtant, j'ai observé au fond de moi que ces rencontres avec des médiums, ces rencontres avec des chercheurs, avec ces discussions avec Jean-Jacques Charbonnier et plein d'autres, faisaient quelque chose en moi au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, même si je n'ai pas la certitude objective que ça et ça, quand même, quand j'entends mon 50e expérienceur d'expérience de mort imminente, je me dis, bon... Les frontières commencent à s'effacer. Ouais, c'est un récit subjectif, c'est une émotion que cette personne a vécue, mais ça a transformé sa vie, donc c'est pas juste une personne comme ça paumée au milieu de notre société, c'est des centaines, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de gens qui ont vécu ces expériences, qui les ont transformées, qui impactent aussi ceux qui les écoutent et ceux à qui ils les racontent. Et ça me nourrit, ça m'a changé, ça m'a transformé, ça a apaisé des choses qui étaient à apaiser. Donc ce cheminement intime et personnel, j'avais tendance à pas trop y prêter d'attention jusqu'à présent, parce que si j'y prêtais trop d'attention, je pensais que j'allais perdre mon objectivité journalistique. Et depuis un peu plus d'un an, je suis parvenu, je pense, à vraiment rester à ma place en tant que journaliste et à continuer à faire vraiment mon travail honnêtement, tout en ayant ce cheminement personnel et intime, et où je vis des choses de ouf. Il y a des choses encore qui te font peur, ou des endroits que tu n'oses pas explorer, ou... Oui. Ah non, il n'y a aucune question qui me fait peur. Il y en a qui ne m'intéressent pas, mais il n'y en a aucune qui me fait peur. Non. Tu penses que peut-être ou même qu'il y a un manque de cohérence par rapport à certaines techniques, ou peut-être ça peut être sur l'ayahuasca, ou peut-être que ça peut être sur certains types de tambours, ou je ne sais pas, mais des choses que tu as rencontrées comme ça qui n'ont vraiment pas de sens, ou qui n'ont pas leur place même, ou que tu conseilles les gens de faire un petit peu attention, ou d'avoir du discernement justement par rapport à ça? Oui, je conseille modestement à tout le monde de faire preuve du maximum de discernement, quel que soit son cheminement. Effectivement, plus les techniques sont violentes et dures, et l'ayahuasca, ça fait partie des choses les plus dures et les plus violentes qui existent, plus il faut être vraiment les pieds sur terre, vraiment bien dans sa tête, et pas commencer à jouer avec ça pendant un week-end juste pour voir comment ça fait. L'ayahuasca et le chamanisme amazonien nécessitent quand même une bonne préparation, une bonne connaissance, nécessite de faire un voyage en Amazonie, au Pérou, parce que c'est quand même juste interdit en France.
et peut-être à juste titre, parce que c'est quand même extrêmement dangereux, et que ça nécessite d'être découvert dans un contexte culturel qui connaît cette énergie, qui connaît ces esprits, qui connaît cette médecine, pour pouvoir l'appréhender et la découvrir dans un vrai cadre, quoi. Ça, enfin, je crois que tous les gens qui connaissent un peu ces substances et ces sujets-là disent la même chose. Olivier Chambon, que tu avais rencontré, je crois, qui est médecin psychiatre, parle aussi de ce cadre qui est vraiment important dans toute expérience avec des psychédéliques. Un petit mot sur le channeling. Qu'en penses-tu? Ah, mais tu me demandes plein de fois ce que je pense, mais je suis journaliste, moi je pense pas trop. J'ai interviewé Stéphane. Ce que je pense, c'est perso. Ouais. J'ai pas d'opinion particulière, si ce n'est qu'il y a certains textes de Channel, notamment tous les textes et tous les bouquins qui ont été publiés par Mama Édition sont très impressionnants. Il y a des petites perles de puissance, tu sais pas d'où ça vient. Après, il y a aussi énormément de bouquins qui sont extrêmement cucul-à-praline, où tu as l'impression d'avoir des flots de guimauve, sans aucune dimension ni philosophique, ni intellectuelle, ni rien, c'est juste du blabla. Donc je suis très partagé, je suis toujours frappé par la sincérité des gens que je peux rencontrer qui disent pratiquer le channeling, mais je suis toujours aussi frappé par l'inégalité des communications qui sont reçues, en fait, qui sont transmises. Donc en termes de qualité de communication et de messages philosophiques qui sont vraiment des grandes baffes dans la gueule, il y a les livres de Seth, voilà, que publie Mama Édition, qui sont des pavés extraordinaires, mais justement l'éditeur Tigrane a eu la bonne idée de faire des petits essentiels où il reprend des phrases. Donc ça, c'est un moyen extraordinaire, je trouve, de découvrir les messages que peuvent transmettre le channeling. Mais je suis loin d'être un spécialiste de ces sujets. Juste un petit mot sur ton point de vue. Alors, je ne sais jamais, maintenant je suis perdue entre Stéphane et le journaliste, parce que pour moi c'est une personne, mais sur peut-être sur là où on en est en ce moment, ce que tu constates dans notre évolution humaine. Je sais que c'est aussi une grande question, mais est-ce que ça devient tout ça? Est-ce que c'est favorable? Est-ce qu'on est dans un courant favorable à cette évolution en ce moment? Est-ce qu'on peut dire que l'humain est en train de s'ouvrir, ou qu'il y a vraiment deux courants, ou que... Je suis fondamentalement convaincu qu'il y a les deux à chaque seconde de notre existence. C'est vraiment ce qui m'a motivé à vouloir interroger des gens sur l'espérance, en fait, dans le dernier hors-série d'Inexploré, qui a été publié l'automne dernier. Dans notre univers, les gens que tu côtoies, que je côtoie, on a souvent des rencontres avec des gens qui sont habités par cette confiance dans la vie. Parfois, ça te paraît même un peu irréaliste. On a l'impression d'être un peu avec des rêveurs, quoi. Et heureusement qu'ils ont un bon salaire et une bonne position, qu'ils sont nés dans le bon pays, parce que sinon, je ne pense pas qu'ils penseraient la même chose. Mais en même temps, c'est aussi des messages qui parfois sont très forts et sont très importants. C'est des messages d'optimisme. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'est essayer de voir si l'espérance et l'optimisme, et la question que tu me poses, en fait, est-ce qu'on est bien barré ou mal barré, était quelque chose qui pouvait obtenir une réponse réaliste, ou si en fait le monde est en train de disparaître et qu'il y a juste quelques rêveurs un peu fortunés dans les pays de l'Ouest et aux États-Unis qui peuvent encore s'imaginer que ça va bien parce qu'ils ont tout le confort qui va jusqu'à ce que tout pète. Donc en fait, je suis allé interroger des gens qui s'étaient coltinés des parcours extrêmement difficiles, et notamment Samuel Pisar, qui est un survivant d'Auschwitz, pour leur demander si l'optimisme était quelque chose de réaliste ou si eux, ils y croyaient plus trop, en fait. Et ce qui ressort en fait de tous ces entretiens, c'est quelque chose qui m'habite aussi profondément, c'est que optimisme ou pessimisme, c'est en fait les deux versants d'une même attitude de passivité face à la vie, une attitude de spectateur pas engagé, et que face à l'adversité, soit on a un tempérament plutôt pessimiste et effectivement l'adversité va nous faire dire que bon, c'est quand même mal barré, soit on a un tempérament d'optimiste et face à l'adversité on va se dire j'y crois plutôt. Mais dans les deux cas, on est en réaction face à une situation extérieure. Alors que moi je suis plus habité d'une sorte d'espérance. C'est un truc complètement irréaliste, qui est une espèce de confiance dans l'être humain, dans la planète, dans les énergies en place autour de nous, qui n'est ni irréaliste, parce que c'est vrai que si on voulait se demander si c'est vraiment réaliste d'être confiant aujourd'hui dans l'humanité, on dirait non, c'est pas très réaliste. Mais en fait, je crois que c'est Christophe André qui m'a fait cette réponse. Il m'a fait, moi je suis optimiste
par effort. C'est-à-dire qu'il fait l'effort d'être optimiste. C'est pas une attitude innée, c'est pas quelque chose qui coule de source parce que tout d'un coup le monde irait soit bien, soit pas bien. C'est plus une attitude personnelle qui fait que chaque matin tu te réveilles en te disant quoi qu'il va advenir aujourd'hui, que ce soit du mauvais comme du bon, je ne vais rien changer dans mon attitude de choisir plutôt la lumière ou l'ombre. Et moi qui ai voyagé dans des pays en guerre, qui ai vu des gens dans des situations vraiment extrêmes, beaucoup plus extrêmes que celles qu'on peut croiser ici, je pense que chacun de nous, toi, moi, tous les gens qui nous regardent, on est chaque seconde de notre existence confronté à un choix, à une possibilité. Est-ce qu'on veut choisir l'ombre, la facilité, la protection, l'aveuglement, ou est-ce qu'on veut choisir la lumière, la remise en question, la disponibilité aux autres, et c'est dans ce choix qui n'est jamais décidé une fois pour toutes et qui s'installe, c'est un choix qui se remet en question chaque seconde de notre existence. On peut se lever dans des meilleures dispositions humanistes qui soient, et puis on va se faire bousculer par quelqu'un dans le métro et on va l'insulter, et hop, ça y est, on est reparti dans l'ombre. Sauf que si on n'est pas dans le métro, mais si on est en Syrie et qu'on est dans une situation, c'est pas juste une insulte qu'on va lancer, on va partir dans une violence démentielle. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il va advenir de l'humanité. Je ne sais pas si on est à un moment favorable ou pas. Je sais juste qu'on a la possibilité en une fraction de seconde de faire que ce pays, ce monde, devienne une terre d'épanouissement ou au contraire une terre d'enfer. Voilà. Il faudrait être plusieurs à penser comme ça alors. Tu sais, les choses, je commence à avoir quelques années au compteur, donc ça me permet d'avoir un tout petit peu un regard sur quelques décennies d'histoire. Et tu t'aperçois que les choses qui ont été des vrais mouvements de fond dans le monde ces dernières décennies n'ont jamais été des choses prédictibles, ont toujours été des surprises, même pour les plus grands spécialistes. Depuis le mur de Berlin qui s'est effondré, tout le monde prédisait un effondrement des anciennes républiques d'Asie centrale, mais on ne voyait pas les pays baltes basculer en premier, on ne voyait pas le mur de Berlin s'effondrer. Enfin, en octobre 89, on était à 1000 lieues d'imaginer qu'un mois et demi plus tard, le mur allait commencer à être entamé et que voilà, un monde changeait radicalement. Les printemps arabes qu'ont donné la révolution tunisienne, en Libye, etc., confrontent peut-être ces peuples-là aujourd'hui à des difficultés qui sont assez colossales. Ok, ça veut dire qu'il ne fallait pas le faire. Il s'est passé quelque chose qui a été non prévu, qui s'est déclenché notamment avec la facilité des réseaux sociaux. Mais surtout, voilà, la chose importante pour moi, c'est que ce n'était pas prévu. C'était spontané. Et je pense que sur cette planète, à travers les êtres humains et les autres, il y a des énergies qui sont à l'œuvre, qui peuvent être réveillées en une fraction de seconde, et soit nous conduire vers l'enfer le plus absolu. Encore une fois, on vient de fêter le 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz, 70 ans. C'est pas long, 70 ans. C'est vraiment pas long. La plupart de nos pères ou de nos grands-pères vivaient il y a 70 ans. Ils ont vu ça. Ils ont vu des Allemands passer dans la rue, certains ont peut-être même collaboré, certains ont peut-être même trouvé que c'était vachement bien ce qui se faisait. Enfin voilà, il faut être conscient de tout ça. Donc ça peut revenir en une fraction de seconde. Mais aussi le meilleur peut revenir en une fraction de seconde. Et ça dépend déjà de son attitude individuelle. Et son attitude individuelle colore l'alentour, et l'alentour colore son alentour, et etc., etc. Et là, on contamine la planète entière. Avec ma fille, il y a quelques années, quand je la conduisais à l'école le matin en voiture... Quel âge ta fille ? Ah, maintenant, elle a 18 ans quasiment. Donc, mais là, elle était beaucoup plus jeune, et on faisait des concours de sourire en voiture. Parce que j'avais une demi-heure de voiture pour l'amener à son école. Et voilà, c'est le matin, il y a du monde, on est pressé, on est stressé. Et on fait la gueule comme tout le monde, parce que c'est normal. Donc moi, je faisais la gueule, j'écoutais les infos, il y avait ma fille derrière. Et puis un jour, je me dis, tiens, on va peut-être essayer de faire un concours de sourire. Donc en fait, systématiquement, quand je pouvais laisser passer quelqu'un, traverser quelqu'un, un feu, je le faisais, en faisant un sourire, en faisant un signe aux gens de passer. Et c'est incroyable, parce qu'il y avait comme une minute de surprise, une minute de gêne de la part de ces voitures ou piétons. Et puis en voyant mon sourire, en voyant celui de ma fille, tout d'un coup, ils éclairaient, et leur visage changeait. C'est cucu, mais rien que de faire ça. Moi, je voyage, toi, tu voyages aussi beaucoup à l'étranger. Tu t'aperçois qu'aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus facile de dire bonjour et de sourire aux gens dans la rue qu'en France.
Bah, essaye d'avoir, enfin c'est pas toi que je vais dire, mais essaye aux gens qui nous écoutent de faire ce qui se passe quand tu voyages aux États-Unis, de sourire aux gens dans la rue, de dire bonjour, et on va déclencher des choses assez surprenantes. Là, on a de la joie derrière nous. Hein. Ça se déclenche, tu vois, ça se déclenche. L'énergie là, ça fait bouger l'énergie. C'est fou ça, ce lien de... cette cause à effet tout de suite, où dès qu'on ouvre une porte, il y a quelque chose qui se passe, on se sent impliqué là presque. Le fait que tu aies dit ça, il y a quelque chose, est-ce que c'est lié ou pas? Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est une attaque, mais en fait ils ont l'air de s'amuser plutôt. Donc, ouais. Très bien, un petit mot de la fin Stéphane, quelque chose. Le test, ça sort quand? Le test, ça sort en octobre. 2015. En octobre 2015, donc dans pas très longtemps. On fera une grande soirée à l'INRES aussi autour de cette question de communiquer avec les morts. Un petit mot, moi mot de la fin, ouais. J'ai beau avoir travaillé depuis plus de 10 ans sur ces sujets-là, j'ai vraiment été estomaqué par tout ce que j'ai vécu ces derniers mois pendant mon enquête sur ce livre, mes rencontres, mes discussions avec des médiums. J'avais peut-être encore des petites dernières réticences de journalistes en me disant mais c'est pas possible quand même. Et en fait, j'ai vraiment communiqué avec des défunts là, et c'est hallucinant quand tu réalises ce que ça veut dire en fait. Ça impacte notre présent. Et ça impacte notre vie, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a une vie après la mort, mais en soi, pour moi, la conséquence la plus immédiate, c'est que ça éclaire ma vie d'un jour nouveau. S'il y a une vie après la mort, ça veut dire qu'il y a un sens à tout ça. Ça veut dire que je suis ici pour quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que je me conduise correctement ici, parce que si je me conduis pas correctement, ça va compliquer ma mort, ça va compliquer mon passage. C'est pas une question morale, c'est pas histoire d'être un mec bien pour plaire à Dieu. C'est moi qui vais me compliquer la vie si je suis pas quelqu'un de bien, et qui va me compliquer la vie qui va durer éternellement. Et j'ai compris dans chacune de mes cellules que la mort n'était pas une solution, que la mort n'était pas un refuge. Moi qui ai été souvent meurtri et même désarmé parfois par les difficultés que je pouvais soit rencontrer dans la vie, comme ce petit garçon, soit... garçon qui pleure là derrière nous. Soit expérimenté en tant que spectateur dans les voyages et les reportages que j'ai pu faire. Devant toutes ces difficultés-là, parfois j'avais vraiment des moments de découragement. Ça m'est arrivé très très fortement. Et souvent dans des moments de découragement très forts, on se dit, pourvu que ça s'arrête, j'en ai marre, qu'on éteigne la lumière. Et éteindre la lumière de façon ultime, c'est la mort. Et en fait, j'ai compris, pas intellectuellement, mais j'ai ressenti combien la mort n'était pas une délivrance aux souffrances que l'on traverse. Et que les solutions se trouvaient ici, en nous, aujourd'hui, quelle que soit l'adversité qu'on traverse. Et que vouloir reculer le moment de la confrontation avec l'adversité, par la mort, ou ce qui est une autre forme de mort dans notre société, le divertissement, la télé-réalité, toutes ces conneries qui nous noient le cerveau. Psychotrope ou psychotrope, enfin toutes ces techniques qui permettent de reculer en fait le moment de la confrontation, sont des petites morts, et que ces petites morts ne nous font pas disparaître le problème, elles ne font que le repousser. Donc, ça revient de plus belle après. Ça revient de plus belle, et plus on est vieux, plus on s'approche de la mort, plus on a forcément peut-être un peu moins de ressources, un peu moins d'énergie pour faire face à ça, plus les engrammages et les choses que l'on porte et que l'on aurait à solutionner sont cristallisés en nous, et plus ça devient difficile. Donc voilà, un petit mot de la fin, ça serait juste regardez-vous en face tous les matins, c'est génial, c'est un petit peu difficile au début, mais au bout d'un moment on s'habitue, et puis on comprend ce qu'il y a à soigner, et puis on s'y met, on se remonte les manches, et c'est la meilleure façon de bien vivre et de bien mourir et d'être quelqu'un de bien autour de soi, quoi. Allons-y, Médicieux co-créateur, allez hop, on relève les manches. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi Lilou. Plein de gros bisous à vous, et puis je vous invite à lire tous les merveilleux ouvrages de Stéphane, de regarder le site de l'INRES qui a énormément d'articles, et puis le magazine Explorer qui est un fabuleux magazine. Merci pour tout ce que tu fais Stéphane, j'apprécie. Merci beaucoup à toi. Gros bisous à vous, merci à vous d'écouter, de regarder, de propager cette information-là à travers le net. On vous embrasse très très fort, merci, gros bisous.